présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Nous recevons en effet ce matin Jeannette Bougrab, secrétaire d'État à la jeunesse et la vie associative. Jeannette Bougrab, donc on a vu hier soir que Christine Boutin se ralliait à Nicolas Sarkozy, mais visiblement elle a été ébranlée par les prises de position du chef de l'État sur les valeurs. Son interview au Figaro Magazine, est-ce que pour vous c'est un bon signal? Et au fond, est-ce que vous partagez tout le discours de Nicolas Sarkozy sur les valeurs justement? Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que quand on est candidat à l'élection présidentielle, eh bien on doit faire l'union avec les différentes tendances qu'il peut y avoir dans un mouvement politique. Et on a toujours en mémoire en fait 2002, donc je suis très très contente. Le discours, l'interview du président de la République dans le Figaro Magazine est une grande interview qui pose des principes et des valeurs qu'on attendait. Mais vous partagez tout ce qu'il peut dire, par exemple, contre le mariage homosexuel, contre le droit de vote aux élections locales, contre l'euthanasie légalisée, vous partagez tout ça? Il y a deux choses. Il y a des choses que j'ai retrouvées et j'en suis très contente. C'est la question du travail, de la responsabilité. Je trouve ce qu'il propose en matière d'indemnité chômage est une véritable révolution copernicienne, puisque désormais, en fait, c'est en contrepartie d'une formation. Et on sait très bien que la formation professionnelle ne fonctionne pas. C'est 30 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Et comment imaginer un tel taux de chômage? Je rappelle que le chômage des jeunes, c'est 22% et que dans certains territoires, c'est jusqu'à 40 ou 50%. Et comment expliquer que ce flux financier ne contribue pas, en tout cas, à aider des chômeurs? Et je rappelle juste que seulement 10% des chômeurs sont en formation. Mais c'est le fait que tout chômeur qui suivra une formation sera obligé désormais de prendre la première proposition qui lui sera faite. Mais quand on est au chômage, l'objectif c'est l'insertion professionnelle et de trouver un emploi. Moi, je vais sur des territoires où les taux de chômage sont extrêmement élevés. Les jeunes demandent à travailler. Les jeunes demandent, par exemple, à faire des formations sur des emplois difficiles, des emplois parfois industriels, sur des emplois d'aide à la personne qui ne sont pas nécessairement les emplois les plus faciles. Ils sont prêts à le faire. La seule chose, c'est qu'ils ne trouvent pas soit d'établissements de formation, soit des entreprises. Nous étions, il y a quelques temps, j'étais vendredi à Longjumeau avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans ces quartiers. J'ai été il y a quelques jours à Mantes-la-Jolie avec Claude Guéant. Le même discours que j'entends de manière récurrente auprès de ces jeunes. Nous cherchons du travail, nous ne trouvons pas d'établissement de formation, parce que certains établissements de formation, c'est 10 000 euros par an. 10 000 euros par an. Et puis, voilà. Et un autre sujet auquel je tenais particulièrement et qui était affirmé très fortement par le chef de l'État, c'est la laïcité. La laïcité. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans ma vie de me battre pour ce principe de laïcité, que ce soit avec Babylou, qui est une crèche associative, qui a donné lieu à un grand débat et un combat judiciaire, ou encore j'ai eu l'occasion de dire des choses sur mes craintes, en tout cas sur la montée des fondamentalismes dans les pays arabes au lendemain de la révolution arabe. Et donc je suis très contente, en tout cas, de voir ces deux principes. Et sur le reste, je vois que vous mettez plutôt en avant soit l'économie, soit la laïcité. J'allais mieux. Effectivement, il y a sur certains points où nous sommes un petit peu en différence avec le chef de l'État. Donc il y a des nuances, des différences, vous dites même. Oui, bien sûr. Exemple Par exemple, vous le savez très bien, donc c'est pour ça que vous me posez la question. Je suis favorable au mariage et à l'adoption des couples homosexuels. Je le suis depuis, en tout cas je l'ai exprimé publiquement depuis plus de 10 ans, et je n'ai pas pour habitude de changer d'opinion ou de changer d'avis parce que quelqu'un a dit quelque chose de contraire. Voilà. Et puisque le candidat, lui, a fait cette option, et si c'est votre candidat, est-ce que désormais vous acceptez, vous ralliez à l'ensemble de son projet, ou est-ce que vous continuez à dire, le candidat dit ça, mais moi je pense autre chose? Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que je me battrai jusqu'au dernier instant, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. Je me battrai jusqu'à la dernier instant pour qu'il soit réélu président de la République, et qu'on peut avoir des différences, on peut avoir des nuances sur tel ou tel principe. Il n'empêche que je n'ai aucune hésitation à me battre pour Nicolas Sarkozy. Un positionnement, comme on semble l'entendre, en tout cas on peut le lire de la part de certains confrères, sur à droite toute pour une entrée en campagne, ça vous convient? Je vois pas en quoi c'est à droite toute, mais je crois il faut quand même lire l'interview du Figaro Magazine. J'ai pas eu le sentiment que c'est juste, en tout cas, une posture pour certains, pour faire peur, quand on n'a pas d'idée, c'est généralement ce qu'on dit à la droite. Donc moi je réfute en tout cas cette analyse. Guillaume. Jeannette Bougrab, pour rester sur cette interview au Figaro Magazine, qu'est-ce que vous pensez des deux projets de référendum soulevés par le chef de l'État, donc celui
sur l'indemnisation des chômeurs, et puis aussi celui sur les étrangers, notamment sur le point de confier aux tribunaux administratifs l'ensemble de la gestion des dossiers concernant les étrangers. Alors, moi, je vais essayer de ne pas être trop juriste, parce que c'est un peu mon travers. Je suis maître d'avocate au Conseil d'État, j'ai fait ma thèse sur la 4e République. Donc, moi, le référendum, j'y suis favorable. Quand on est dans une démocratie, la seule légitimité, c'est le suffrage universel. Le général de Gaulle lui-même l'a introduit. Il l'a voulu pour contrebalancer le régime représentatif. Et il a pu faire de grandes réformes parce que, comme l'introduction de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, grâce au référendum, d'ailleurs, ça lui a valu quelques problèmes. C'est la seule réforme qu'il ait faite par référendum, finalement. Hein. Non, les autres concernaient l'Algérie, et celui de 69, il l'a perdu. Oui, mais la seule chose, c'est qu'il sans référendum, il n'aurait pas pu le faire parce que le Sénat était en opposition. D'ailleurs, vous le savez, le seul gouvernement qui est tombé sous la Ve République dans les formes, en tout cas constitutionnelles, c'est le gouvernement de Georges Pompidou. Et il a pu le faire. Et à des moments dans l'histoire de ça, c'était en 62, mais revenons à 2012, moi, et au projet de Nicolas Sarkozy. Et vous semblez regretter qu'il n'y ait pas eu de référendum depuis 5 ans? Moi, je suis favorable au référendum. Voilà, je regrettais non, parce que je pense qu'il n'y avait pas véritablement d'occasion. Mais il y a quand même une donnée qui a un petit peu changé, ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que le Sénat est à gauche. Et que par conséquent, si on veut adopter certaines réformes, eh bien, il faut s'en remettre au peuple. Je vous rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce soit par la voie du référendum, soit indirectement par la voie des représentants. Et quand on a une nouvelle donne, à savoir un Sénat à gauche, si vous avez des grandes réformes à faire porter, si vous ne voulez pas avoir l'opposition ou certains blocages, eh bien, vous en remettez au peuple. Pour celles qui sont d'ordre constitutionnel, ce qui est le cas pour les étrangers, ce qui n'est pas le cas pour celles concernant l'indemnisation des chômeurs. Oui, mais vous pouvez avoir d'autres blocages. Ce que propose le chef de l'État, c'est que dans un premier temps, on négocie, et ce qui me paraît très bien, et qu'ensuite, s'il y a des blocages, eh bien, on s'en remet à la sagesse du peuple. Mais c'est enfin, ce que je ne comprends pas, c'est que on est formidable parce qu'on est tous des démocrates, et dès qu'il s'agit de confier la moindre décision au peuple, on se dit « Ouh là là, ça va être compliqué ». D'abord, de manière un peu cynique, en fait, certains disent qu'ils n'ont même pas les qualités pour pouvoir répondre à une question. C'est grave. Alors ça, c'est grave. Jeannette Bougrabe, est-ce que vous avez été choquée ou est-ce que vous avez adhéré aux propos de Claude Guéant concernant les civilisations, des civilisations qui ne se valent pas, a-t-il dit? Écoutez, moi, ce qui me surprend toujours un peu, c'est que, donc, généralement, dès que je vais dans une émission de télévision, on me cite à un moment, j'ai droit à Claude Guéant, donc je ne vais pas y échapper. Votre collègue de gouvernement. Mon collègue et ami, d'ailleurs, je tenais à le préciser. Et ce qui me surprend, c'est qu'on cite toujours une partie de la phrase, donc il y a aussi la deuxième partie que généralement on se garde bien de citer. La seule chose, c'est que, moi, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de me positionner sur un certain nombre de principes et des valeurs qui pour moi ne sont pas négociables. Voilà. Je l'ai dit, ce qui me vaut généralement d'être appelé à l'ordre, et que des sociétés, ou en tout cas ou des régimes politiques, mais en l'occurrence pour moi c'est plutôt des sociétés qui nient des droits fondamentaux, l'intégrité du Vous n'auriez pas employé le terme civilisation, c'est ça que vous nous dites ce matin? Non, moi je vais vous dire, je n'ai même pas envie de rentrer dans ça. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le relativisme culturel, cette espèce de bien-pensance qui consiste à dire après tout... eh bien, après tout, on excise des jeunes filles, mais c'est pas grave parce que c'est la tradition et puis ça se fait depuis des siècles. Juste un détail. En France, il a fallu attendre le début des années 90, 1990, pour voir les premières condamnations pénales pour l'excision, parce qu'on avait quelques problèmes. Quand des femmes s'immolent en Afghanistan tellement elles souffrent parce qu'elles ne supportent pas l'oppression dont elles sont victimes, quand on voit, par exemple, même au Royaume-Uni, il y a des crimes d'honneur, moi je vais vous dire, il y a une phrase, en tout cas de Malraux, qui est très juste. Une civilisation n'existe pas sans valeurs suprêmes. Et il y a des valeurs suprêmes qui ne sont pas négociables. Alors on peut rentrer dans la polémique. Donc finalement, Claude Guéant avait raison de considérer qu'elles ne se valent pas toutes. Moi, je pense que vous comme moi, on n'accepterait pas que demain, votre fille dise désormais, je vais aller vivre dans telle société. Elle aura une petite fille et on la prendra de ses bras pour l'exciser. Voilà. Jeannette Bougrabe, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse. Cette semaine, vous allez vous faire remettre un rapport sur la contraception et l'avortement des jeunes filles. Je rappelle juste un chiffre, en 2010, 18 000 mineurs enceintes, dont plus de 13 000 avaient recours à l'IVG. L'IVG aujourd'hui est gratuite et anonyme, alors que la contraception est payante et on demande en effet l'autorisation des parents. Est-ce que vous voulez changer ce qui existe aujourd'hui ?
Écoutez, moi, ce qui m'a surpris, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai confié un rapport à Israël Nizan, qui est le chef du service gynéco-obstétrique de Strasbourg, c'est que on se retrouve dans une situation où des adolescentes sont dans la situation la plus grave. On parlait notamment des questions de principe et de valeurs. Quand vous avez des gamines qui se demandent à avoir une reconstitution de l'hymen parce que la virginité est revenue en force et que des hommes veulent avoir le contrôle du corps des jeunes filles. Quand des jeunes filles ont tellement peur ou ne pas parler d'un certain nombre de choses, qu'elles se retrouvent enceintes, qu'elles se retrouvent mises à la porte de leur domicile de leurs parents à des foyers avec un enfant alors qu'elles ont 14 ou 15 ans. Quand vous voyez que le nombre d'avortements ne baisse pas en France, quand vous voyez en réalité que ce sont souvent des jeunes filles d'une très grande précarité sociale, et qu'en réalité personne ne veut s'occuper de ce sujet parce qu'elles ne vont pas manifester dans la rue, ces gamines. C'est souvent des gens qui vivent dans des milieux très très modestes. Eh bien, quand on est ministre de la Jeunesse, son devoir c'est de s'occuper de ce genre de sujet. Alors s'occuper, ça veut dire quoi? Ça veut dire des décisions à la clé? Ça veut être des décisions à la clé. Israël Nizan nous rend son rapport jeudi. Il y a un certain nombre de propositions qui touchent effectivement à la gratuité et à l'anonymat des modes de contraception, puisque dans certaines familles, vous ne pouvez pas parler de certain nombre de choses. Moi, je suis d'une famille d'origine musulmane. On ne parlait pas de la moindre chose, même du fonctionnement du corps. Alors, je sais qu'il est 8h26 du matin et que parler éventuellement de ce genre de sujet, notamment pourquoi une jeune fille a ses règles, pourquoi telle ou telle chose. Des jeunes filles n'ont pas la possibilité d'avoir des référents adultes. Donc, et vous seriez pour la contraception gratuite pour ces jeunes filles? Je serai pour la gratuité et l'anonymat, ça je l'ai déjà dit, donc c'est pas véritablement un scoop. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on aborde un sujet que personne ne voulait aborder, c'est-à-dire la pornographie sur Internet. Parce qu'il n'existe pas de lieu où les jeunes qui se posent légitimement des questions, quand vous avez 16 ou 17 ans, vous vous posez des questions. La seule chose, c'est comme on n'y répond pas, les jeunes vont sur Internet, ils surfent sur des sites Internet très facilement accessibles, et sur ces sites, vous avez des images qui sont plutôt dégradantes et violentes à l'égard des femmes, et vous avez des jeunes qui se construisent, en tout cas, tout un imaginaire ou toute une identité autour de ce, ou bien vont se représenter de ce qu'elle est, l'acte sexuel, qui devrait être un acte d'amour, hein, et bien d'une manière un peu Guillaume, mais précisément face à ce drame qui est effectivement l'avortement nombreux chez les mineurs, est-ce que la contraception est la seule réponse? Est-ce qu'il n'y a pas une éducation plus large à faire, y compris auprès des garçons, sur le respect de l'autre, sur le sens de la sexualité? Bien sûr, c'est tout l'objet du rapport Nizan qui propose tout un module, en tout cas de formation et d'intervention, puisque la question est avec les parents, parce que ça ne se fera pas sans des parents. Mais je vous dis, il y a toute une partie de la population française, et je vous dis, pour des raisons culturelles, hein, vous ne parlez pas de ces sujets-là. Donc il faut garder la présence et le rôle des parents quand même. Il faut garder la présence et le rôle des parents à condition qu'ils acceptent l'idée, mais vous avez des parents qui peuvent éventuellement violenter leur enfant si jamais ils apprennent qu'ils ont des rapports sexuels et qui peuvent aller très loin. Il y a eu aussi des crimes d'honneur en France, donc vous n'allez pas parler de sexualité avec n'importe quelle famille, il faut quand même être réaliste dessus. Et je vous dis, on parle du nombre d'avortements, mais vous savez, il y a eu une série qui a très bien fonctionné sur TF1 qui s'appelle Clem, qui a fait 9 millions de téléspectateurs. Les nouvelles héroïnes, en tout cas des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est des jeunes filles enceintes. Quand vous avez 15 ans, vous devez rêver de passer à rigueur le brevet des collèges, de dire que vous allez passer le baccalauréat, que vous allez prendre une chambre pour faire des études, et qu'à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez l'épouser et faire un bébé. C'est pas de vous retrouver dans un foyer, dans un HLM, avec 3 autres jeunes filles comme vous, qui a un bébé et à devoir passer votre première STT. Voilà. Jeannette Bougramme, toute dernière question. Nicolas Sarkozy va se déclarer quand cette semaine? Vous avez des informations à nous délivrer ou pas? Non, je suis désolée, vous n'aurez pas de scoop ce matin sur Radio Classique. Et d'un mot, ça fait 15 mois, jour pour jour, que vous êtes entre au gouvernement. Vous êtes finalement heureuse de cette expérience? Je suis très heureuse, ça ne se voit pas. Mais si, ça se voit et ça s'entend. Merci Jeannette Bougramme. Bonne journée à vous sur Public Sénat et Radio Classique. À bientôt. Merci beaucoup.